Maxime, pour le prochain talk, à toi et à Clément. Et vous allez nous parler de classification multilabel avec BERT et application au real-time bidding. C'est bien? Voilà. Ouais, voilà. À vous. Oui, bah du coup, oui, alors, on peut se présenter peut-être aussi rapidement. Du coup, Maxime Kubrick. Donc, je suis data scientist senior chez Adot depuis 4 ans et demi. Et avant, j'ai fait un peu de la recherche. Je suis passé par Télécom Paris Tech. Et puis voilà. Et puis après, chez Adot, différents projets, dont pas mal de NLP, dont on va parler un petit peu là. Voilà, Clément, je te laisse. Ouais. Et donc moi c'est Clément, je suis data scientist chez Adot aussi depuis à peu près 5 ans. J'ai travaillé sur divers projets et là voilà, le sujet à la mode en ce moment ça va être le NLP et bon, on va vous présenter ça. C'est quelque chose qu'on a développé cette année et qui est actuellement en prod. Donc on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Ouais, c'est bon, là, vous voyez tous les slides, là? Yes. Ouais, c'est bon. Ouais. Du coup, Clément, vas-y, hein, quand tu veux. Ouais, du coup, tu peux passer à la slide d'après. Ah oui. Ok, du coup, je vais commencer par présenter un peu Adot pour que vous compreniez dans quoi s'inscrit ce projet. Du coup, Adot, c'est une plateforme marketing qui a été fondée en 2014. Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 et une trentaine de profils tech. Et le cœur de métier de la boîte, c'est de gérer des campagnes de pub, ceux dans le monde entier. Et en fait, c'est d'afficher des publicités sur les smartphones et les ordinateurs des gens. Et donc ça s'inscrit dans un contexte de RTB, qui est en fait l'achat programmatique en temps réel. Du coup, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que le RTB. Yes. Du coup, pour le RTB, en fait, tout commence au moment où vous ouvrez une application ou un site web. S'il y a un inventaire publicitaire qui est disponible sur la page en question, on va recevoir une bid request via un SSP. Donc nous, on est le DSP, le petit qui est au milieu de l'encart bleu. Donc cette bid request, elle va contenir tout un tas d'informations sur l'utilisateur et notamment la page web sur laquelle il est en train de naviguer. Et là, il y a notre bidder qui va en fait décider si ça nous intéresse ou pas d'acheter l'inventaire publicitaire qui est disponible pour afficher une pub pour un de nos clients. Si ça nous intéresse, on va du coup enchérir pour acheter cet inventaire. Si on remporte l'enchère, donc on a fait la plus haute enchère, on va pouvoir afficher notre pub. Et du coup, quand la page va enfin s'afficher sur le téléphone de la personne, il y aura la pub que nous, on a décidé d'afficher pour le compte de notre client. Et donc tout ce processus, c'est censé se passer en moins de 100 millisecondes. Et du coup, à cause de cette contrainte de temps qui est assez forte, ce dont on va vous parler après, donc le modèle et l'inférence qui est faite, elle ne peut pas être faite online, c'est quelque chose qu'on va faire offline. Mais du coup, ça donne lieu à une architecture qui est intéressante et qu'on va vous détailler par la suite. Voilà, maintenant je vais laisser Maxime vous présenter un peu le modèle qu'on utilise et un peu l'historique, qu'est-ce qui nous a amené à construire ce qu'on a fait. Ouais. Donc, alors, du coup, dans ce contexte de publicité en ligne, il y a un outil qui est très utilisé et dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est les cookies et les cookies tiers, et qui en fait permettent de retrouver une personne, un cookie en fait, d'une page web à l'autre et d'avoir un peu des patterns de navigation. Alors anonymisé bien sûr parce qu'on travaille qu'avec des numéros, quoi. On sait pas, on n'a pas de nom, on n'a rien. Mais du coup, avec ces patterns de navigation et en croisant avec d'autres sources de données, on peut se faire une idée de façon soit déterministe, soit probabiliste du genre, de tranche d'âge, de centre d'intérêt, et qui du coup vont nous permettre de cibler, enfin de définir une audience pour une annonce. Et du coup, alors dans ce contexte-là, il y a des évolutions assez récentes sur les cookies. C'est qu'en fait, depuis mars 2020, Safari, que ce soit en desktop ou en mobile, bloque tous les cookies tiers.
Alors avant, il filtrait déjà beaucoup, mais maintenant, il n'y en a plus du tout. Ce qui fait qu'en fait, si vous utilisez Safari, bah, on ne peut pas savoir que c'est la même personne qui est allée sur ce site-là, puis ce site-là, puis ce site-là. Et ensuite, Chrome a annoncé qu'il ferait la même chose. Alors au départ, c'était mi-2021. Alors ça est repoussé, maintenant c'est mi-2023. Et on ne sait toujours pas si vraiment ils vont le faire, mais l'idée c'est qu'en gros, si Safari et Chrome bloquent les cookies tiers, bon bah c'est la fin des cookies tiers, quoi. Et alors autant c'est plutôt une bonne chose pour le respect de la vie privée. Après, pour les annonceurs, ça pose problème parce que bah, du coup, il faut qu'on trouve d'autres méthodes pour pouvoir afficher des annonces à des personnes potentiellement intéressées. Et du coup, une des solutions pour faire ça, c'est le ciblage, enfin, ça s'appelle le ciblage contextuel, quoi. Et l'idée, c'est de faire matcher les thèmes d'une page web avec les thèmes de l'annonce. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un annonceur qui vient nous voir et qui veut faire, qui a une annonce pour des assurances de vélo électrique, par exemple, et ben, ça peut être bien de l'afficher sur des pages qui déjà parlent de vélo. A priori, le public qui va être sur ces pages-là va être plus sensible, plus intéressé potentiellement par l'annonce. Et pour faire ça, bah, c'est là qu'on a besoin de NLP et d'avoir un classifieur thématique pour extraire les thèmes des pages web de façon automatique et à très grande échelle, sur autant le plus de pages Internet que nécessaire, dont on puisse avoir besoin. Et du coup, pour donner un petit peu de cadre sur ça, donc les objectifs, donc c'est de catégoriser des pages web alors, avec une taxonomie c'est la taxonomie IAB. Alors IAB, c'est une boîte qui s'occupe de définir un peu les standards dans la publicité en ligne. Et donc l'idée serait d'arriver à être capable de mettre jusqu'à 4 ou 5 catégories par texte. Et donc du coup, c'est de la classification plutôt multilabel. Et voilà, et il y a environ 1000 catégories possibles dans cette taxonomie-là. Et autre objectif, c'est de pouvoir mettre à jour le modèle. Alors ça a l'air un peu bête dit comme ça, mais en réalité, c'est pas si trivial que ça, et on en discutera à la fin. Clément racontera un petit peu ce qu'on a fait là-dessus. Le point clé, en fait, c'est de pouvoir récupérer des données récentes labellisées pour pouvoir réentraîner régulièrement les modèles, et c'est ça qui est pas évident. Et au niveau des ressources, donc on a ce qui est important, c'est qu'on a déjà un dataset de pages scrappées et labellisées qui viennent en fait d'une source de données qu'on avait avant, qui envoyait ça comme données, mais qu'on ne reçoit plus maintenant. Et donc ça, c'est très bien parce que ça va nous permettre de faire une première version du modèle. Le défaut, c'est que ce sont des données qui commencent à dater un peu. Et du coup, ça va poser problème parce que, par exemple, il y a des thèmes aujourd'hui qui n'ont jamais été mentionnés dans ce dataset-là. Par exemple, le Covid, bon, c'est pas là-dedans. Et donc, il y a un peu ça fait que pour le modèle, il y a un peu des trous dans la raquette, quoi, et que il va falloir combler ça, et notamment en faisant des datasets à jour. Mais c'est utile en tout cas pour faire une première version du modèle. Ensuite, on a beaucoup de pages non taguées, ça peut être pas mal pour faire du self-supervised learning. Donc, si on veut entraîner nous-mêmes nos modèles, des modèles de langage, type BERT, enfin, surtout type BERT, on a des instances avec GPU et on a possibilité d'employer quelques personnes pour labelliser à la main des pages web. Ce qui, du coup, alors, évidemment, ça va donner peu de volume parce que c'est du travail manuel. Mais par contre, ça fait que c'est des labels en général de bonne qualité et donc on va pouvoir utiliser. Mais par contre, ça prend du temps, quoi. C'est un peu lent pour construire un dataset. Mais voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on pourra avoir un dataset à jour et pouvoir maintenir le modèle à jour et le réentraîner de temps en temps. Alors ensuite, sur l'architecture du modèle en lui-même, donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment une architecture classique sur ce genre de projet-là. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première brique qui va être un modèle BERT pré-entraîné,
Alors, donc là, c'est un modèle BERT, donc c'est entraîné en français et du coup, il s'appelle Camembert voilà, pour que ce soit bien évident que c'est un modèle en français. Et donc, c'est un modèle qui est disponible via la librairie Transformers de Hugging Face et qui est disponible en PyTorch ou en TensorFlow. Et, et donc, sur ces modèles-là, donc c'est des très gros modèles de langage qui sont entraînés sur énormément de données, qui ont beaucoup de paramètres. Alors, par exemple, Camembert, c'est environ 110 millions de paramètres, ce qui n'est pas encore les plus gros modèles de langage. Il y a des modèles beaucoup, beaucoup plus gros que ça. Mais c'est déjà très lourd, en fait, à entraîner, notamment. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, sur le papier de Camembert. C'est que pour l'entraînement de ce modèle-là, ce qu'ils ont utilisé, c'est 256 GPU en parallèle pendant 24 heures. Et si on regarde le type de GPU qu'ils ont utilisé, ça se rapporte grosso modo à ces instances-là dans le cloud AWS qui coûtent 3,3 $ de l'heure. Et donc, en gros, entraîner un modèle, c'est environ 20 000 $. Donc, donc, on est très content que ce soit disponible de façon libre et qu'on puisse récupérer ces modèles préentraînés. Et voilà, et c'est entraîné sur environ 138 gigas de données de texte. Et c'est pour ça, avec le fait que ce soit des gros modèles, c'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup paralléliser et c'est pour ça que ça coûte cher. Et c'est pour ça qu'on est content que ce soit déjà fait. Et donc ensuite, donc ce que sort ces modèles-là, donc ce que ça fait, c'est que ça prend des textes, ça tokenise le texte. Et pour chaque token, ça va sortir un vecteur d'embedding qui va être une représentation un peu abstraite du sens du mot, étant donné son contexte. Et c'est de l'extraction de features, en fait. C'est comme pour les modèles de vision, ça va être un peu le même rôle que la partie convoluée, quoi, qui va extraire les features. Et puis après, derrière, on peut y coller un peu ce qu'on veut, quoi. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit classifieur derrière qui va prendre ces embeddings qui sortent de BERT, enfin de Camembert ici, et qui va classifier ça. Donc là, ça va être un classifieur multilabel, voilà, qui lui va être entraîné de façon supervisée. Donc c'est là qu'il va y avoir besoin de texte avec des labels. Et c'est relativement petit, c'est un petit modèle, c'est 300 000 paramètres, c'est pas très lourd. Et en fait, du coup, l'avantage, c'est qu'on a juste à entraîner cette partie-là. Et alors, si on regarde un petit peu plus, tout petit peu plus en détail, donc l'architecture du modèle, donc on a BERT ici qui est frozen pour l'instant, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de fine-tuning. L'idée, c'est que pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est une première version du modèle et que déjà, on essaye de vérifier que ça marche. Et après, toutes les optimisations, on les fera après parce que, évidemment, ça ne sert à rien d'optimiser quelque chose qui ne marche pas. Donc, déjà, on vérifie que ça donne des choses intéressantes. Et le fine-tuning, comme ça rajoute quand même un certain surcoût de calcul parce que ça alourdit beaucoup l'entraînement. Donc on le garde frozen pour l'instant. On a une petite agrégation. Ça, j'y reviendrai vite fait sur les différentes layers de BERT. Et ensuite, on a la partie classifieur vraiment dédiée à notre use case à nous, qui est en fait tout simple, qui est juste une couche cachée, 256 unités relues, un dropout, donc voilà, qui va s'entraîner. Et la couche de sortie avec les 300 classes qu'on essaye de mettre sur les textes, et avec une fonction d'activation sigmoïde ici, et ça c'est dédié, c'est plus lié encore au multilabel. L'idée, c'est que si on voulait faire juste du multiclass, on aurait plutôt une softmax ici pour avoir une somme des probabilités qui vaut 1. Mais comme là, pour chaque classe, on peut avoir une probabilité entre 0 et 1, indépendamment les unes des autres, en fait, on met juste une sigmoïde. Ça revient à entraîner en fait 300 classifieurs binaires en parallèle, quoi. Et donc les caractéristiques un peu de cette architecture. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'entraîner la plus complexe du modèle, qui est ici, qui est la partie BERT, et que la partie vraiment dédiée à nous, à notre use case, c'est ce petit classifieur-là, qui est du coup léger et qui nécessite assez peu de données pour s'entraîner. Et c'est ça qui fait que on va pouvoir créer des datasets utilisables à la main.
si en fait la plus grosse partie du travail avait pas déjà été faite avec BERT et en récupérant un modèle préentraîné, faire des datasets à la main pour entraîner un modèle de NLP serait juste pas possible, quoi. Donc ces architectures-là, c'est un de ces avantages, c'est que vraiment on peut relativement facilement transférer ce qui a été appris sur des grosses quantités de texte à d'autres use cases et en utilisant relativement peu de données en plus, quoi. Alors après, évidemment, ça dépend du use case, mais bon, c'est l'idée générale. Et la fonction de perte, donc là, on a aussi un peu quelque chose d'un peu dédié au fait que ce soit du multi-label, parce que on a aussi des déséquilibres de classe, mais si on voulait faire traiter ça de façon classique, avec par exemple un oversampling ou de la surpondération de certaines classes, le problème, c'est que comme sur un texte, il va y avoir une classe rare, par exemple, mais d'autres classes qui vont être beaucoup moins rares et qui n'ont pas besoin d'être oversamplées ou surpondérées, par exemple. En fait, si on traite ces problèmes de déséquilibre de classe de façon classique, on va juste faire bouger le niveau de déséquilibre, mais sans rééquilibrer forcément une classe par rapport aux autres. Et donc, l'idée, c'est plutôt de pondérer par classe, par classifieur, quoi, plutôt que par exemple d'entraînement. Voilà, mais ça, c'est encore un peu spécifique au multilabel. Et sinon, pour l'entraînement en lui-même, donc on a 300 000 exemples d'entraînement. Alors, ça pourrait fonctionner avec moins, mais ça, évidemment, après, plus on a de données, meilleur est le modèle, mais ça reste raisonnable comparé à ce qui peut se faire pour entraîner un modèle de NLP from scratch. Donc, c'est 300 000 exemples d'entraînement, c'est grosso modo 500 MO de données, entraînés sur 5 époques avec une instance avec GPU. Et ça prend 2 heures d'entraînement. Et ce que ça coûte, en utilisant des instances dans le cloud AWS avec GPU, ça coûte entre 50 centimes de dollars le modèle et entre 1,6 dollars pour entraîner un modèle. Donc c'est vraiment l'avantage de cette architecture-là, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Et encore, on n'a pas énormément optimisé de choses pour faire ça. Donc c'est un gros avantage de cette architecture-là. Ensuite, oui, rapidement, donc sur l'agrégation des layers de BERT, l'idée c'est que quand on utilise un modèle BERT préentraîné et qu'on ne veut pas faire de fine-tuning et qu'on veut juste récupérer le modèle tel quel, en général, ce qui revient, c'est une expérience un peu, c'est ce qui est raconté, c'est une expérience un peu empirique, quoi, mais c'est que utiliser le tout dernier transformer block de BERT, parce que BERT, bon, du coup, c'est une suite de transformer blocs, quoi, c'est une suite de couches de transformers, quoi, une suite de transformer blocs, et l'idée, c'est que le tout dernier bloc, si on prend cet output-là, ce qu'on aurait naturellement tendance à faire quand on prend l'output d'un modèle, en fait, il va être un peu trop biaisé vers la tâche qui a servi à entraîner BERT. Donc, c'est des tâches de mask language model, là où il y a un bout des mots dans le texte qui sont masqués et le modèle doit reprédire les mots masqués étant donné le contexte. Et en fait, la toute dernière couche est un peu trop biaisée vers cette tâche-là. Et en général, du coup, ce qui marche le mieux, c'est de prendre une moyenne, par exemple, des 2, 3, 4 avant-dernières couches, des 3, 4 derniers blocs, avant-derniers blocs transformer du modèle, et d'exclure le dernier qui va être trop biaisé, quoi. Mais comme il n'y a pas vraiment de règles, etc., que ça avait l'air d'être un peu quelque chose d'empirique et du coup qui doit être assez dépendant du use case, je trouvais pas mal de vérifier ce que ça donnait. Et donc du coup l'idée c'est de mettre des poids plutôt que de faire juste une moyenne, de généraliser un peu l'idée et de mettre des poids, une pondération sur chacun des blocs, sur chacun des outputs des blocs de transformer, et de laisser le modèle apprendre quels sont les meilleurs poids à mettre, ce qui est très peu cher parce que c'est 13 paramètres à apprendre, donc ça rajoute rien du tout en quantité de calcul. Et ce que ça donne, sur notre use case, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que la pondération sur la toute dernière couche et le tout dernier bloc est toute petite, et c'est majoritairement les 2, 3, 4 derniers transformer blocs qui vont être utilisés pour
pour la suite, quoi, qui vont être donnés aux classifieurs ensuite, enfin, qui vont être agrégés et, voilà, et utilisés. Et donc, c'est une confirmation des règles un peu empiriques que, en gros, il ne faut pas utiliser la toute dernière couche de BERT. Mais voilà, bon, c'est toujours bien de vérifier ça. Et en plus, ça améliore un petit peu les résultats d'avoir quelque chose custom, enfin, de laisser le modèle apprendre quelles sont les meilleures pondérations à utiliser, même si c'est pas ça révolutionne, enfin, c'est pas une augmentation gigantesque des perfs, ça reste bon, c'est toujours bon à prendre, quoi. Ensuite, sur le seuil de classification, bon là juste rapidement, l'idée c'est quand vous utilisez un classifieur, enfin, je pense que vous le savez, c'est toujours utile de jouer un peu avec le seuil de classification. Et l'idée étant que plus on augmente le seuil de classification, plus on va augmenter la précision du modèle, puisqu'on va garder que les cas où le modèle est très confiant, mais des probas très fortes sur les classes. Donc on améliore la précision en augmentant le seuil. Mais par contre, il va y avoir comme contrepartie qu'il va y avoir moins de classes par texte, puisque ça va être plus difficile pour une classe d'atteindre le seuil. Et il va y avoir aussi moins de textes classifiés, parce qu'il va y avoir de plus en plus de textes qui vont avoir aucune classe au-dessus du seuil. Et donc, il y a un équilibre à trouver. Donc là, c'est un peu en fonction du use case aussi, entre la précision et le nombre de textes qui vont être classifiés. Et du coup, donc ça, j'en parle parce qu'on va s'en servir juste après. Juste après, on va s'en servir ici, où l'idée, c'est de voir un peu, on a voulu vérifier, est-ce que rajouter ce gros bloc BERT a vraiment est-ce que ça a vraiment un impact énorme sur le modèle, parce que ça vient aussi avec ça vient avec déjà un surcoût à l'entraînement et à l'inférence, parce qu'il va falloir utiliser des GPU, parce que c'est beaucoup trop lourd. Enfin, si on voulait entraîner sans GPU, ça prend trop de temps. L'inférence, ça prend trop de temps aussi. Donc ça rajoute des surcoûts. Au niveau engineering aussi, ça rajoute de la complexité, parce que il va falloir utiliser des instances, enfin des machines avec GPU. Ça veut dire qu'il va falloir gérer un peu les pilotes graphiques pour pouvoir utiliser bien tout ça. Éventuellement, quand vous êtes avec du Docker, il va falloir être capable, enfin configurer correctement ça pour être capable d'utiliser le GPU depuis l'intérieur du conteneur, ce qui rajoute encore, enfin, bon, c'est plus complexe, quoi, de rajouter Camembert, et ça coûte plus cher. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup, quoi? C'est l'idée de cette comparaison. Donc, on va comparer le modèle tel que je l'ai présenté, et un modèle où on va juste enlever BERT, on va tokeniser le texte de la même manière, avec le même tokenizer, on va faire du one-hot encoding, et on va mettre exactement le même classifieur, enfin, la même architecture de classifieur là que là. Et on va entraîner ces deux modèles, du coup, sur les mêmes données pour pouvoir avoir quelque chose de comparable. Et voilà, ça va déjà nous permettre de faire une idée. Ce n'est pas une comparaison ultra exhaustive de vraiment, est-ce qu'on ne peut pas faire aussi bien sans BERT qu'avec. Enfin, ça nous donne déjà une idée. Et du coup, pour comparer les résultats de ces deux modèles-là, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce genre de graphique. Donc, on a ici la précision du modèle sur les classes qui sont mises par le modèle, et la proportion de textes non classifiés. Et l'idée, c'est que là, en fait, ce qu'on fait varier, on fait varier le seuil de classification, donc, dont je parlais juste avant, et on le fait varier entre 0,8 et 1, et on ne descend pas en dessous de 0,8, parce qu'en gros, on est déjà à des précisions tellement mauvaises que bon, ça ne sert à rien d'aller plus bas. Et donc voilà, et donc chaque point ici, de cette courbe-là, c'est une valeur du seuil de classification qui augmente dans cette direction-là. Et après, la façon dont on sert de ce genre de graphe-là, donc déjà, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit, c'est que quand on augmente le seuil de classification, on a bien la précision qu'augmente, ce qui est attendu, et enfin, heureusement qu'on a ça, sinon ça veut dire qu'il y aurait quand même un problème avec le modèle. Et on a bien l'effet de la contrepartie, qui est qu'on tag de moins en moins enfin, on classifie de moins en moins de textes. Et après, la façon dont on lit ça, c'est que par exemple, si on voulait, donc là, avec le cas sans BERT, si on voulait 80% de précision avec notre modèle,
Donc, on aurait un seuil de classification qui serait, grosso modo, qui vaut ce qu'il vaut, quoi. Et ça nous donnerait un seuil de classification, un taux de texte non classifié de 80%, sans BERT. Et si on fait la même courbe avec BERT, ce qu'on a, c'est qu'on regarde pareil, si on voulait 80% de précision, bah, on aurait aussi 80% de précision accessible, mais on aurait seulement 25% de texte non classifié. Et du coup, là, on voit qu'en fait, l'impact de BERT, il est, l'avantage là est flagrant. C'est-à-dire que entre ce modèle-là et ce modèle-là, c'est juste que ce modèle sans BERT, pour nous, il est juste, en fait, il est juste pas utilisable parce qu'il n'y aurait pas assez de pages, il n'y aurait que 20% de pages web classifiées et en gros, ça fait pas assez de volume pour nous et on peut pas l'utiliser, quoi, ce modèle-là. Alors que ce modèle-là, bon, bah, voilà, on arrive à classifier 3/4 des pages web, et toujours pareil, sans faire particulièrement d'optimisation derrière. Donc, on sait qu'on a en plus, on a de la marge de manœuvre. Donc voilà, donc tout ça pour dire que l'avantage de BERT, pour nous en tout cas, même si ça vient avec des surcoûts et avec de la complexité en plus, l'avantage là est juste flagrant, quoi. Et du coup, maintenant, donc, pour plus donc l'infrastructure en prod, donc comment on sert ce modèle-là. Donc, comme l'a dit Clément au tout début, donc c'est pas du service, c'est pas vraiment du temps réel. Et donc là, c'est un petit schéma de notre infrastructure. Et donc la façon dont ça se passe, donc ça commence par une bid request, donc une demande d'enchère dans laquelle on va avoir, on a plein d'infos sur l'URL et sur l'espace publicitaire qui est à vendre en ligne. Et donc qui va rentrer dans notre infrastructure, donc par le bidder, qui est la porte d'entrée de notre infra, et qui s'occupe de prendre toutes les décisions, comme ce que disait Clément au tout début, de prendre les décisions, de filtrer ce qu'on va garder comme bid request, est-ce que ça nous intéresse, est-ce qu'on va mettre une enchère dessus, et à combien, etc. Donc c'est ce composant-là qui s'occupe de tout ça. Et donc ce schéma, donc là on a une boucle, on peut la commencer ici. Donc l'idée, c'est qu'on a une base de données ici qui s'appelle Aerospike et qui est donc une base de données très, très faible latence. Et ce que fait le bidder, donc, c'est quand une bid request arrive avec une URL, le bidder va demander dans la base de données si on a déjà vu cette URL et si on a déjà mis des classes sur cette URL, enfin des thèmes. Si oui, eh ben, on rajoute cette info-là, on rajoute les classes, les thèmes à l'URL, et ça va pouvoir ensuite, le bidder va faire son travail de sélectionner l'annonce qui va bien et éventuellement faire une réponse, lui faire une enchère sur l'espace publicitaire. Enfin, ça va vivre sa vie de bid request normal, quoi. En revanche, si l'URL n'est pas connue et pas dans la base de données, bah, ça veut dire qu'on ne l'a jamais vue. Et à ce moment-là, ça part vers un scrapper qui va récupérer le HTML de la page, mettre ça dans un topic Kafka, et ensuite là on a les modèles serveurs donc qui peuvent scaler, se paralléliser et consommer le topic Kafka en parallèle en fait. Et donc chaque modèle serveur ici, ça va être une machine avec un GPU qui va consommer des batchs d'HTML, quoi. Nettoyer tout ça, faire l'inférence et renvoyer dans la base de données une URL avec les classes qui ont été inférées. Et ensuite, la prochaine fois qu'on voit cette URL, et ben, du coup, là, le bidder, il y aura des données qui pourront être, qui remonteront de la base de données et on pourra s'en servir pour faire du ciblage contextuel, comme ce que je racontais au début. Et voilà. Et donc l'avantage de cette architecture-là, c'est que bah déjà, ça évite, on ne va pas aller scraper 50 fois de suite les mêmes URL. L'idée, c'est qu'on va les scraper qu'une fois, quoi. Et évidemment, c'est pas du temps réel, mais par contre, c'est relativement rapide. C'est-à-dire que le temps de cette boucle-là, le temps de processer un batch de quelques milliers de pages web, ça va être en gros 1 minute ou 2. Donc
c'est pas du temps réel, mais par contre, c'est suffisamment rapide pour qu'on soit très réactif. Et quand une nouvelle page web arrive, en fait, la première fois, on ne pourra pas s'en servir parce qu'il faudra que ça passe dans cette boucle-là. Mais par contre, 1 ou 2 minutes après, on la revoit et on est capable de s'en servir et d'utiliser le contexte de la page. Et donc après, si on regarde un petit peu les coûts que ça donne, cette infrastructure, donc on peut regarder sur un mois. Donc là, on a différents, voilà, on a le nombre d'inférences, le nombre d'URL uniques qui ont été faits. On a le coût du modèle serveur, le coût du scrapper, le coût Kafka de ce topic-là dans Kafka. Et ce que ça nous donne sur un mois, donc sur un mois, ce qu'on a payé, c'est donc en valeur absolue, c'est $684, ce qui n'est pas énorme. Enfin, pour une boîte, c'est pas une très grosse somme. Et si on regarde en plus par inférence, donc le coût par inférence, donc là, ce qu'on voit là, c'est que le coût pour 10 000 inférences, c'est $1,13. Et si on veut être un peu plus méchant quand même et qu'on regarde par URL unique, pour 10 000 URL uniques, c'est $2,50. Donc c'est vraiment très économe. Et si on regarde autant dans l'absolu que par inférence, c'est une architecture qui va vraiment pas coûter très cher. Et voilà. Et donc maintenant, un peu sur les améliorations. Donc il y a différentes choses. Il y a un truc à garder un petit peu en tête sur ces modèles préentraînés, de type Camembert ou BERT ou n'importe. C'est qu'a priori, c'est des modèles qui devraient lentement se périmer parce qu'ils ont été entraînés à un moment donné. Mais entre-temps, il va y avoir, par exemple, des nouveaux mots, il va y avoir des nouveaux concepts, des nouveaux sujets d'actualité qui vont arriver. Et a priori, petit à petit, on va utiliser ces modèles-là sur des textes qui vont être de plus en plus éloignés de ce sur quoi ça a été entraîné. Mais pour l'instant, en fait, l'idée, c'est que c'est un sujet qui est encore assez peu clair et il y a en fait assez peu d'études. J'ai mis un lien vers une étude qui dit qu'il y a peu d'études et, qui dit qu'en gros, les nouveaux mots, quand un modèle type BERT voit des mots qui n'ont jamais été vus à l'entraînement, alors comme c'est des modèles qui utilisent des tokenizers qui fonctionnent avec des part of word, quoi, des word pieces, quoi. Le mot qui a été jamais vu va pas être juste traité comme quelque chose de complètement inconnu, il va être traité comme des bouts de mots qui ont déjà été connus. Mais par contre, ce que va arriver à faire le modèle de ce mot inconnu, ça reste pas clair. Et en fait, ça va dépendre un peu des modèles, ça va dépendre un peu des langages, etc. Et c'est pas évident. Et faut le garder en tête, quoi, parce que c'est un sujet qui est pour l'instant encore qui a besoin d'être exploré. Et voilà. Mais donc l'idée, c'est que éventuellement, ça peut être pas mal de garder la main sur ces modèles-là et de les entraîner soi-même, d'être capable de les entraîner soi-même. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça coûte très cher. Enfin, $20 000 pour entraîner un modèle, c'est un peu prohibitif, quoi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi dans la littérature des idées. Il y a des notions comme quoi, en gros, entraîner des modèles type BERT, mais un peu plus light, donc avec un peu moins de paramètres, quoi. Et en même temps sur un peu moins de données, donc en allégeant un peu le dataset d'entraînement, ça va donner des modèles qui sont un peu moins performants. Ça va perdre un petit peu des petits pourcentages de précision, par exemple. Mais la contrepartie, c'est qu'on va gagner beaucoup en rapidité d'entraînement, et puis ça va être plus léger à servir, etc. Et du coup, ça peut être intéressant d'entraîner soi-même des modèles type BERT, mais en version light, sachant qu'en fait, dans les papiers, ils essayent toujours d'aller battre un peu le state of the art et d'aller gagner des petits dixièmes de points sur des métriques. Et pour ça, ils font des modèles toujours plus gros et toujours entraînés sur toujours plus de données. Mais après, en pratique, dans les industries, c'est pas forcément nécessaire d'avoir ce niveau-là de performance. Et donc, voilà, du coup, ça peut être intéressant d'explorer ce sujet-là. C'est un gros sujet de R&D, quoi.
Et dans tous les cas, comme amélioration de modèle, il y a ajouter plus de classes IAB, parce que pour l'instant, on est capable d'en prédire les 300 plus fréquentes sur les 1000 au total, mais on pourrait en rajouter. Et il y a tout le travail d'optimisation, puisque ce que je disais, ce que j'ai dit à un moment donné, c'est que pour l'instant, on a quelque chose de pas très très optimisé, puisque ce qu'on veut faire, c'est déjà vérifier qu'on a quelque chose qui fonctionne. Mais maintenant, du coup, on va pouvoir optimiser. Donc, ça veut dire tester différentes architectures pour le petit classifieur qui vient après BERT. Ça veut dire faire du fine-tuning sur BERT. Il va y avoir beaucoup de travail aussi sur améliorer la qualité de ce qui est scrappé. Parce qu'évidemment, si on envoie dans le modèle un texte qui est pas terrible et qui contient très peu d'informations, de toute façon, il ne pourra pas en faire grand-chose. Donc le scrapper, ce qu'on envoie en input du modèle, c'est primordial, quoi. Et il y aura un travail sur le monitoring des performances du modèle. Et aussi, du coup, ce que je racontais au début, d'être capable de maintenir un dataset d'entraînement à jour pour pouvoir faire l'amélioration continue du modèle. Et donc là, je vais laisser la main à Clément, qui va raconter la suite. Ouais, du coup, vous l'aurez compris, notre problème, c'est que nos données datent d'il y a 1 an et demi, 2 ans, et qu'elles ne parlent pas de Covid et ce genre de topic-là. Du coup, notre objectif, c'est d'augmenter la taille du dataset d'entraînement, mais surtout avec des données actuelles. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de labelliser des pages web à la main. Le seul problème, c'est que c'est extrêmement long et c'est surtout assez chiant à faire, notamment parce que on a 300 tags actuellement qu'on a envie de prédire et que ça peut monter jusqu'à 1000. Et en plus que cette taxonomie, elle est hiérarchique, donc c'est pas forcément évident de labelliser à la main, quoi. Du coup, au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on labellisait les textes de manière aléatoire. Et on s'est dit qu'il y avait sûrement un moyen un peu plus intelligent de le faire pour en fait optimiser les données qu'on va labelliser. Et notamment, on s'est rendu compte que tous les textes qui parlaient de météo, de football ou de cuisine, c'était des genres de textes où notre modèle était extrêmement performant et de toute façon qui n'allait pas varier au cours du temps. Une recette de cuisine, ça restera une recette de cuisine aussi en 2022. Mais que du coup, il y avait des textes qui, en fait, là où le modèle était un peu moins performant, c'est peut-être sur ces textes-là qu'il fallait mettre l'accent. Et donc, du coup, à notre rescousse, il y a ce qu'on appelle l'active learning. Donc, en fait, c'est une méthode qui va sélectionner les données les plus prometteuses afin de maximiser l'apprentissage en un minimum de données. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. On veut labelliser à la main le moins de données possible, tout en permettant à notre modèle d'en apprendre le maximum pour être performant dans le futur. Et du coup, le framework classique de l'active learning, c'est qu'on a un modèle baseline qui est entraîné sur un jeu de données existant. Donc ça, c'est le modèle que vous a décrit Maxime avant et qui a été entraîné sur des données qui datent d'il y a 1 an et demi, 2 ans. On va prendre ce modèle et on va le faire prédire sur du coup un pool de données qui sont non labellisées. Donc ça, c'est toute notre réserve de bid request qui est en fait infinie. Et la méthode, en fait, elle va sélectionner parmi ce pool de bid request, cette pool de données non labellisées, celles qui sont les plus prometteuses. Elle va les envoyer à labelliser à la personne qui va se charger de les labelliser à la main. Et une fois que ce sera fait, on aura des données qui sont nouvelles, qui sont récentes, avec des labels associés qui ont été faits à la main, donc de qualité. Et on va intégrer ces données au dataset d'entraînement. Et du coup, on va pouvoir réentraîner notre modèle pour qu'il soit à jour et surtout à jour avec des concepts actuels et aussi sur des concepts que éventuellement le modèle n'avait pas compris avant parce que c'était plus compliqué que prédire un texte qui parle de météo ou de cuisine. Du coup, j'ai mis une petite image pour donner un peu de substance à ça. Donc, imaginons que là, que les petites croix noires, ce soient les exemples d'entraînement qu'on a. Et en fait, on voit qu'on a une zone entre 0,5 et 1 où le modèle a une très grosse variance. Il n'arrive pas à bien prédire. Il ne sait pas exactement quelle valeur il devrait prédire à cet endroit-là. Et c'est typiquement dans cette zone-là qu'on a envie d'ajouter un exemple d'entraînement pour pouvoir réentraîner le modèle par la suite. Ça, c'est une méthode c'est la première méthode qu'on a essayée. Donc, en fait, pour introduire de la variance dans les prédictions,
tout ce qu'il suffit de faire, c'est de laisser du dropout à l'inférence et de prédire plusieurs fois et voir si en fait le modèle, avec le dropout qui varie de façon aléatoire, si les résultats vont différer. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas trop dans notre cas. Donc là, sur l'image, ça a l'air incroyable. Mais nous, dans notre use case, en fait, ça ne nous donnait pas en tout cas à labelliser les textes qui nous intéressaient vraiment. Donc, on a cherché autre chose. Et on est tombé sur du coup ce papier qui date de 2017 et qui traite des multilabels. Et du coup, je vais vous détailler ça pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, une méthode d'active learning, c'est vraiment propre à un use case. L'active learning, c'est plus un concept. Et il faut trouver la méthode qui va vous convenir, qui va convenir à votre use case. Et donc là, on va supposer qu'on a seulement 3 labels au lieu de 300 actuellement, cuisine, sport et politique. Et qu'on a dans notre pool de textes, on a seulement 2 textes. Donc un qui parle de cuisine et l'autre qui parle de politique. Et du coup, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'on va lui donner ces 2 textes-là à prédire. Donc, il va prédire des vecteurs de probabilité pour chacun des textes. Donc, pour le texte numéro 1, qui parle de cuisine, l'algorithme est ultra confiant sur le fait que ce texte parle de cuisine. Sur le sport, il ne sait pas trop, et sur la politique, non, il sait que ça ne parle pas de politique. Et à l'inverse, pour le texte numéro 2, il a bien compris que c'était de la politique. Et puis, cuisine et sport, a priori, ça n'allait pas, mais pourquoi pas, quoi. Du coup, la deuxième étape, c'est de convertir ces probas en marge. Donc, la marge, c'est en fait la valeur absolue de la proba d'appartenir à une classe, moins la proba d'appartenir à l'autre. Et donc, typiquement, pour le texte numéro 1 et le label cuisine, ça va être 0,95 moins 0,05, donc on obtient 0,90. Et plus une marge est élevée, plus le modèle est certain de sa prédiction pour le label en question. Et la troisième étape, c'est là où en fait la magie opère, c'est que là jusqu'à maintenant, en fait, on regardait un peu texte par texte les labels qui ont été prédits. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cross-texte pour un label. Et du coup, on voit que pour le label cuisine, donc on a pour le texte numéro 1 une marge de 0,90, pour le texte numéro 2 une marge de 0,60. Donc 0,90, il est en dernière position parce qu'il a la proba la plus élevée, donc on va lui attribuer le rang numéro 2. Et pour le texte numéro 2, où il y a une proba de 0,60, enfin une marge de 0,60 pour le label cuisine, donc qui est plus faible que 0,90, on va lui attribuer le rang numéro 1. Et à partir de là, si on repasse du coup dans une logique texte par texte, on va pouvoir calculer du coup un score par texte qui est du coup expliqué dans la formule qu'on a mis là. Donc en fait, on va sommer pour chaque texte, on va sommer sur les différents labels. Donc là, il y en a 3, cuisine, sport et politique. Le nombre de textes, donc 2, moins le rang pour le label en question. Et du coup, pour le texte numéro 1, où les rangs étaient 2, 1 et 2, ça va nous donner un score de 0,33. Et pour le texte numéro 2, où les rangs étaient 1, 2 et 1, ça va nous donner un score de 0,66. Et du coup, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que plus le score est élevé, plus le modèle est incertain pour le texte en question. Et donc, en fait, plus ça vaut le coup de le labelliser à la main. Et donc, on voit bien que l'exemple, en tout cas, il illustre bien ce propos, parce que pour le texte numéro 2, il y a 2 textes sur 3 pour lesquels les marges étaient les plus faibles. Donc, ça veut dire qu'en fait, le modèle avait un peu de mal à décider. Et du coup, ça nous donne un score qui est supérieur au texte numéro 1. Donc, plus le score est élevé, plus ça veut dire que le modèle a du mal à prédire pour le texte en question. Et du coup, si tu peux juste remettre le... Yes. Et du coup, si on regarde ce que ça donne pour un grand nombre d'exemples, quelques milliers d'exemples, voilà, ça nous donne une courbe comme ça. Donc ça, c'est la distribution des scores. En plus, ça a une belle forme et ça va permettre de sélectionner un peu, selon le score d'incertitude, les textes qu'on a envie de donner à labelliser. Alors nous, on a choisi de ne pas donner à labelliser uniquement les textes qui sont les plus incertains.
parce qu'on avait aussi envie de monitorer en fait, cette méthode d'Active Learning. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on donne en majorité des textes incertains, donc avec des scores entre 0,7 et 0,9, mais on va aussi donner des textes qui sont, pour le coup, ultra safe, si on peut dire, et donc avec avec des scores de 0,1 à 0,3. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, pour un texte qui a une incertitude entre 0,1 et 0,2, en fait, le labellisateur humain, il va conserver 60% des tags qui ont été prédits par le modèle. Donc, le modèle, il est pour des textes dont l'incertitude est faible ou la certitude est élevée, du coup, le modèle va être plutôt bon parce que, en effet, le labellisateur à la main derrière a conservé 60% de ces tags-là, de ces labels-là. Et en revanche, pour des textes du coup, qui ont une incertitude élevée, là, le labellisateur à la main, il va quasiment tout jeter, il va en garder à peu près 10%. Et donc, il va, lui, refaire le travail et donc mettre les bons tags. Et donc, le fait de faire ça, c'est à la fois, on va créer un dataset qui est à jour sur des données actuelles, avec des mots comme Covid, etc. Et surtout, on va ajouter des données qui vont vraiment réellement permettre au modèle d'éclaircir des zones d'ombre sur lesquelles il n'est pas très opérationnel aujourd'hui. Et on a un minimum de données parce que vraiment, c'est une énorme contrainte, le fait de labelliser tous ces textes-là. Du coup, pour conclure, s'il y avait quelques takeaways à prendre de cette présentation, déjà, c'est que le modèle, comme disait Maxime tout à l'heure, il y a des modèles BERT qui sont préentraînés, enfin BERT ou autres d'ailleurs, qui sont préentraînés et qu'il faut en profiter parce que ça ne vaut pas le coup et ça coûte cher de réentraîner ça soi-même. Que BERT, ça vaut le coup d'être utilisé parce que ça peut énormément améliorer les performances d'un modèle de NLP. En tout cas, nous, c'est ce qu'il en ressort. Que le fait d'utiliser BERT, ça permet d'avoir en fait une partie qui a besoin d'être entraînée très légère et que du coup qui n'est pas cher à entraîner, rapide à entraîner et qu'on peut après éventuellement fine-tuner de façon très rapide. Le seul petit inconvénient en fait de faire confiance comme ça à la communauté et aux modèles qui sont entraînés par d'autres gens, c'est que on est un peu dépendant de leur bon vouloir. Alors, on espère qu'ils vont continuer leur travail et mettre à jour les modèles, parce que s'ils ne le font pas, on va être un peu embêté. Et enfin, ce qu'il faut avant tout, c'est comparer différentes solutions. Pour l'Active Learning, il y avait cette histoire de variation de prédiction en faisant du dropout à l'inférence où c'était assez sexy, mais ça marchait pas, quoi. Finalement, on a opté pour autre chose qui est vachement plus terre à terre comme méthode, mais qui nous donne des résultats vraiment, vraiment importants, enfin vraiment, vraiment mieux et qui nous permettent de faire des choses optimales. Et enfin, ça c'est un truc qu'on a tendance à retarder au maximum parce que ça ne nous amuse pas trop, mais créer un dataset, s'il y a besoin de le créer, dans tous les cas, il va falloir le faire. Ça prend du temps. Et donc, du coup, faites-le le plus tôt possible parce que sinon, si vous le faites au bout de 6 mois, vous vous en mordrez les doigts d'avoir aussi peu de données pour travailler. Et c'est tout pour nous. Top, merci beaucoup Maxime et Clément. Oui, merci. Désolé, on a un petit peu dépassé. Yes, mais bon, j'espère que c'était pas trop long, trop pénible quand même. Non, c'était bien agréable. Et en plus, on a 3 questions. Alors, je vais commencer par la première. C'est Sofiane qui vient d'allumer sa caméra qui nous demande dans le scénario sans BERT, vous faites quoi comme feature engineering après la tokenisation? Est-ce que vous utilisez un autre embedding, FastText ou autre, ou une approche bag of words? C'est une approche, dans ce modèle-là, en fait, c'est le même tokenizer que BERT. Donc, ça va être processé, ça va être splitté pareil, quoi. Et ensuite, c'est du bag of words, quoi.
Donc, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pas une comparaison exhaustive de ce que ça donnerait sans BERT ni rien. Mais bon, c'était voilà, c'est pour se faire une idée, c'était pour se faire une idée. Et c'est une voilà, première comparaison, quoi. Ok. Bon, Ok. du coup, j'enchaîne peut-être avec ma deuxième question. Et en fait, par rapport à votre sujet d'annotation manuelle, etc., moi, ce que j'ai compris, c'est que vous n'en aviez pas beaucoup besoin. Enfin, vous aviez besoin d'annoter, mais pas énormément non plus. Mais du coup, est-ce que vous avez, avant de vous lancer là-dedans, est-ce que vous avez essayé des approches de type zero shot learning, par exemple? Je sais que dans Transformers, il y a certains modèles où, en gros, on peut filer un modèle, enfin, on peut choisir un modèle, lui donner un texte plus des labels candidats, et même s'il n'a pas été entraîné sur ces labels-là, il peut peut-être donner des inférences, même en mode multilabel aussi. Je ne sais pas si vous avez testé ces approches-là ou pas. Non, on n'a pas testé ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est curieux, parce que pour moi, j'ai testé, ça peut marcher pas mal dans du vocabulaire un peu général, etc. Donc, Mais après, ça va utiliser les très très gros modèles, c'est les modèles genre GPT ou etc., non? alors, enfin, en français, je ne sais plus ce que c'était comme modèle de base. Euh, mais en tout cas, enfin, ça existe et peut-être ça Ouais. peut peut-être vous économiser de la notation. Enfin, je ne sais pas. Donc, voilà. Bah oui, c'est une bonne idée. On a une troisième question de David. Je ne sais pas s'il est toujours connecté, David Lin. Ok, et bah, du coup, je vais la lire pour lui. Une fois le tag connu pour une URL donnée, comment la bonne pub est sélectionnée? Y a-t-il un autre modèle? Les pubs ont-elles aussi des tags? Non, ça c'est vraiment le setting c'est le setting de la campagne. En fait, c'est le client qui vient et qui dit bon bah voilà, moi je voudrais cibler ce thème-là, ce thème-là, ce thème-là pour cette annonce. Et après, bah voilà, tout ce qui vient et qui a les bons thèmes, on sait qu'on pourra afficher l'annonce dessus, quoi. Ok. Il n'y a pas de, il a pas de, il y a pas de choses plus complexes derrière, quoi. Mais dans ce cas-là, j'ai une autre question, c'est-à-dire que si un client veut vous donner une pub sur un tag que vous n'avez pas pour l'instant, par exemple, vous avez, je sais pas, entraîné sur des thèmes, par exemple des voitures, de la cuisine, et quelqu'un arrive et veut donner une pub sur des vélos. Comment on gère ce cas-là? Bah, si c'est un thème qui est pas traité par le classifieur, en fait, il y a la solution d'utiliser quelque chose qui va être plus dédié au cas particulier de cet annonceur-là. Et ça va être essentiellement d'utiliser des keywords dans le texte, en fait. Parce que comme on récupère le texte, enfin, comme on scrape la page, on récupère le HTML, enfin on récupère le texte, quoi. Et on peut aussi cibler juste en faisant un matching de mots-clés dans la page, quoi. Ça peut être une manière de traiter des cas très très particuliers ou que le modèle ne connaît pas encore. Voilà, on peut faire ça comme ça. Mais de manière générale, Ouais. de manière générale, en fait, le cas où quelqu'un va arriver avec le 301e tag qui n'existe pas, c'est pas censé arriver, parce qu'en fait, la taxonomie IAB, c'est une taxonomie qui est assez exhaustive, qui regroupe un peu tous les topics qu'il peut y avoir, et surtout qui est une référence dans le monde de la pub. Donc, typiquement, nos clients qui sont des agences qui font partie du secteur, ils vont se baser sur cette taxonomie-là pour ensuite nous demander des targetings précis. Le seul truc qui peut se passer, c'est si notre modèle n'arrive pas à prédire beaucoup le texte qui les intéresse, et donc du coup, on arrive à taguer avec le tag qui les intéresse seulement une bid request un grand nombre, et dans ce cas-là, on aura du mal à délivrer la campagne parce que du coup, il y aura peu de bid requests qui correspondront. Et dans ce cas-là, en effet, on devrait recourir à des méthodes un peu plus artisanales et ce qu'expliquait Maxime avec des keywords ou ce genre de choses. Merci. Merci. Et il y a une dernière question de Maxime. Bonsoir Maxime. Qui se demande combien de temps prend la prédiction, l'inférence.
Ah oui, bah ça c'est ce que je racontais à un moment donné. C'est en fait dans la boucle qu'on a ici. En fait, ça traite par batch et pour faire l'inférence sur en gros quelques milliers de textes, ça va prendre 1 minute, 2 minutes max. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est voilà, un batch. En fait, le serving fonctionne par batch parce que c'est plus efficace. Et c'est ça. En gros, quelques milliers d'URL en 1 minute ou 2. Ok. Eh bien, je vous propose de nous arrêter là. Et merci beaucoup Maxime, Clément, Sofiane, Karim, Maria, Mehdi, Samy et tous les autres participants. C'était encore une fois cool. Et on vous dit tous à bientôt dans une prochaine édition. La date, on va l'annoncer. Mais avant ça, il va y avoir les vidéos qui vont être publiées. Vous allez trouver tous les liens déjà sur notre chaîne YouTube. Et à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Salut, ciao. merci à vous. Merci, Salut. merci pour l'invitation. Merci. Salut.